Bienvenue à tous, donc, dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein et Guy Birenbaum, notre invité ce matin, et député de l'Essonne, présidente des Républicains au Conseil de Paris. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. François Fillon a triomphé dimanche lors du second tour de l'élection primaire des Républicains. Du premier aussi, Jean-Michel Apathy. Il a triomphé au premier, puis il a gagné au second. On va le dire comme ça. Et nous écoutons François Fillon dimanche soir qui commentait ainsi sa victoire. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Vous souteniez Alain Juppé. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de la défaite dimanche ? Écoutez, je peux pas dire que j'ai été surprise par la défaite. On savait au soir du premier tour, vu des résultats du premier tour, que ça allait être très très dur pour Alain Juppé. Et moi, j'ai pas volé au secours de la victoire. J'ai suivi le fil de mes convictions. J'ai soutenu avec loyauté Alain. J'ai été fière de faire sa campagne à Toulouse, à Nancy, à Paris, parce que c'était un contexte très difficile. Parce que justement, au vu des résultats du premier tour, on savait que franchement, ça avait quasiment aucune chance de passer. Maintenant, sur l'ampleur du score, oui, il est massif quand même. Il est très. En fait, le deuxième tour a presque amplifier le premier ou confirmer. Vous savez bien, c'est ce qu'on dit. On dit toujours, soit il y a, c'est jamais complètement dans le fil. Soit il y a une confirmation, soit il y a un mouvement de balancier. Il y a une confirmation. Une confirmation qui laisse à François Fillon les mains libres au fond. Il peut faire ce qu'il veut maintenant, vu l'ampleur de sa victoire. Non, parce que c'est une primaire. C'est pas l'élection elle-même. Et François Fillon, mais je suis sûr qu'il le sait. Il l'a dit d'ailleurs au soir du deuxième tour. Il a maintenant un enjeu, une responsabilité immense, qui est d'aller gagner l'élection présidentielle. Pour moi, c'est peut-être avant même qu'on parle des scores et de qui a gagné et de l'enseignement de cette primaire, c'est la mobilisation massive des Français pour que ça change, pour que ça bouge. Ils veulent plus de Hollande, ils ont été 4,5 millions au deuxième tour à le dire. Même dans nos rêves les plus fous aux Républicains, on n'avait pas espéré 4,5 millions électeurs. Moi, je pensais qu'il y aurait du monde. Les 4,5 millions n'ont pas dit qu'ils voulaient plus de Hollande. C'est pas ça le message des 4,5 millions, si? Quand vous avez 4,5 millions Français qui se déplacent, il y a forcément des motivations qui sont un petit peu différentes. Au premier tour, il y en avait. Au premier tour, il y en avait qui voulaient plus Nicolas Sarkozy. Mais vous en avez 4 millions. Vous avez 4,5 millions Français qui se sont déplacés pour que ça change. Ils veulent du changement. Ils veulent que ça change. Ils veulent que ça change. Or aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République, c'est Hollande. Après, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Vous avez 4,5 millions Français qui sont bougés, qui sont allés mettre 2 euros pour dire qu'ils voulaient que ça change. Voilà. Et ça, c'est la responsabilité maintenant de François Fillon. C'est pour ça que je réagissais sur ce que disait Jean-Michel Apathy en disant maintenant il a les mains libres. Non, il a une responsabilité immense qui est celle-là, qui est de faire en sorte que ça change vraiment, c'est-à-dire de gagner l'élection présidentielle et derrière d'être dans une configuration dans laquelle, voilà, ça... Parce que sur ces 4,5 millions, il y en a quand même plus de 2,5 millions, 3 millions qui sont allés voter pour une droite conservatrice. Oui, et aussi une proportion qui sont allés voter pour une ligne un peu différente, qui est celle que j'ai soutenue, qui est celle d'Alain Juppé. Et maintenant, la responsabilité de François Fillon, c'est de faire en sorte de transformer tout ça en espérance et donc en rassemblement. Vous avez envie de participer à sa campagne ou le fait même que vous soyez un peu loin de lui vous met un peu à côté de cette campagne? Je suis assez à l'aise avec ça parce que à tout moment, j'ai dit ce que je ferais et ça peut paraître exotique, en tout cas, ça fait une nouvelle singularité, disons, par rapport à d'autres, c'est que je l'ai fait. J'ai défendu, pendant toute la campagne, avant le premier tour, une ligne de modernité. Dans des conditions qui n'étaient pas faciles, on disait que j'étais seule, on disait que j'y arriverais pas, on disait que j'aurais pas les parrainages, je l'ai défendu quand même. Je l'ai tellement défendu qu'au bout du compte, il y a 110 000 Français qui se sont retrouvés dessus. Vous me direz, c'est modeste. Oui, mais enfin, ça m'a mis 4e derrière 3 anciens présidents de la République ou Premier ministre. 110 000 Français qui se sont déplacés pour voter pour une ligne politique dont ils savaient qu'elle serait pas présente au deuxième tour. Et je l'avais pas masqué. Moi, je l'avais dit au soir du dernier débat. J'avais dit, je serais pas au deuxième tour. Mais je pense qu'il faut que ces idées-là soient entendues. Bon. Pour l'entre-deux tours, j'avais dit 2 choses. Le premier et le deuxième tour, j'avais dit d'abord, je dirais ce que je fais au soir du premier tour, je l'ai fait, j'ai soutenu Alain Juppé, et j'avais dit, moi, je soutiendrai le vainqueur de la primaire. Après, c'était d'autres configurations auraient été plus difficiles. Celle-là n'est pas la plus difficile qui aurait pu arriver. Mais j'ai dit de toute façon, je soutiendrai le vainqueur de la primaire. Et
j'essaierai de me rendre utile là où je le suis pour continuer à défendre mes idées, c'est-à-dire d'essayer de faire vivre cette ligne politique de modernité dans le cadre d'un collectif pour lesquels les Français ont désigné comme tête François Fillon. Donc je vous dis tout ça parce que vous avez des candidats, vous avez des personnalités politiques qui vous ont dit avant le premier tour je soutiendrai personne, qui finalement Bruno Le Maire, c'est ça, ont couru au soir du premier tour, soutenu le potentiel gagnant, qui vous ont dit après moi rien d'autre. Oui, par exemple, moi rien d'autre que président ou rien, et qui aujourd'hui manifestement sont dans un état d'esprit différent. Moi, j'ai jamais fait toutes ces déclarations. J'ai dit à chaque fois ce que je ferais et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je souhaite que François Fillon, qui est le candidat de la droite et du centre, se mette en situation de rassembler, aille gagner la présidentielle et donner corps à cette espérance qui est celle, malgré tout, de tous les Français qui sont venus voter, quel qu'ait été leur choix, parce que tous ceux-là veulent que ça change. On connaît peu, on connaît mal François Fillon. Si vous aviez quelques mots pour le décrire, quels sont ces mots? Ben justement, François Fillon, c'est un homme assez secret. C'est un homme réservé, en fait. Réservé, c'est une chose, vous diriez secret? Moi, je le trouve secret. Vous avez l'impression de mal le connaître, vous aussi? Vous le côtoyez depuis longtemps? Non, j'ai pas l'impression de mal le connaître, mais c'est pas quelqu'un de très, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'humour dans un petit cercle, mais il est pas très expansif. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, surtout quand j'étais secrétaire d'État au numérique, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais rattachée directement à lui. C'était un secrétaire d'État qui était rattaché directement au Premier ministre. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les questions numériques, enfin, qui est assez geek. Donc, c'était plutôt facile comme relation de travail. Et on se retrouve dans 90 secondes, ou à peine plus, c'est Laurent Sénéchal sur France Info pour l'info, il est 8h40. Dans l'émission politique de France Info, Jean-Michel Apathy, question. Nous allons, François Fillon était hier soir l'invité de France 2, du 20h de France 2, et il a expliqué qu'il ne changerait rien à son programme. On va l'écouter. Est-ce que vous allez, maintenant que la primaire est terminée, infléchir votre programme? Non. Pas du tout. Non, je suis évidemment ouvert au débat avec les centristes, avec tous ceux d'ailleurs qui voudront me rejoindre dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Mais moi, je suis pas candidat pour m'asseoir dans un fauteuil à l'Élysée et attendre que le temps passe. Je suis candidat pour redresser mon pays. François Fillon dit il n'y a pas d'autre alternative que le ralliement à mon programme. Est-ce que cela vous dérange et vous pose sur un point ou un autre un problème, Nathalie Kosciusko-Morizet? Il le dit pas comme vous, hein. Moi, je trouve ça normal ce qu'il dit. Il dit voilà, j'ai pas fait un programme pour être élu et pour en changer le lendemain. Finalement, il dit c'est à prendre ou à laisser. Alors, il dit c'est mon programme et je veux l'appliquer. Après, ça veut pas dire que tout le monde a besoin d'être d'accord avec tout. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec tout. Et vous allez demander des infléchissements, des modifications? Moi, je ne change pas. L'élection ne me fait pas changer d'avis. Il y a des sujets sur lesquels j'avais des désaccords avant le deuxième tour et d'ailleurs avant le premier tour avec François Fillon et avec d'autres candidats. C'est pour ça que j'ai été candidate. J'ai été candidate parce que j'étais d'accord à 100% avec aucun. Et je continue à garder mes convictions. Qu'est-ce qui vous gêne? Sur quoi serez-vous le plus vigilante? Juste un mot là-dessus. Ceux qui pensent qu'il faut être à 100% d'accord avec quelqu'un pour travailler avec lui, il faut tous qu'ils aillent aux obsèques de Fidel Castro à Cuba, hein. Et comme ça, on évitera à Ségolène Royal le voyage. Parce que il y a que dans les États totalitaires que ça se passe comme ça. Heureusement qu'il y a de la place pour des divergences. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans la programme de François Fillon? Moi, il y a des choses avec lesquelles j'ai des points de désaccord. Grosso modo, si je devais résumer mes points de désaccord, ils sont plutôt sur les questions de société. C'est-à-dire que moi, je peux me rejoindre. Je rejoins plein de choses sur les questions régaliennes, sur la fermeté sur les questions régaliennes, sur les questions économiques. Tout le monde trouve que le programme de François Fillon est très radical. Moi, le mien, dans ce cas-là, à côté, il était révolutionnaire. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin de remettre beaucoup de liberté, beaucoup de souffle dans l'économie, et les propositions que j'ai faites sur un certain nombre de sujets, d'une certaine manière, allaient plutôt plus loin. Sur les questions de société, en revanche, oui, j'ai des positions qui sont beaucoup plus ouvertes sur quelques sujets. Et elles n'ont pas changé du fait d'élection. Alors il a dit. Je dis ça parce que vous en avez aussi qui vous expliquent le lendemain de l'élection qu'en fait ils ont toujours été d'accord avec le type qui a gagné. Non, par définition, moi si j'ai été candidate dans la campagne, c'est que j'étais pas d'accord avec tout et je le reste l'élection. Moi j'ai pas des convictions qui sont modulées des variations électorales. Même s'il a dit qu'il ne changerait rien à la loi Veil, avoir un éventuel président de la République qui à titre personnel est contre l'avortement, est-ce que ça vous chagrine? Bon, c'est parce que c'est pas ma position du tout. Oui, enfin, je l'ai dit. Je l'ai dit d'ailleurs avec force pendant l'entre-deux tours. Alors, à la limite. Ça vous dérange? Si vous voulez, à la limite, ça c'est un sujet sur lequel il a dit très clairement qu'il voulait rien changer.
Donc ça reste dans l'ordre. La question, c'est plutôt les sujets sur lesquels il y aurait des velléités autour de lui de changer les choses. Et je pense que par exemple, c'est pas aujourd'hui. C'est pas très clair. C'est ça que vous voulez dire ou... Par exemple, il y avait la question de la loi Taubira. Moi, j'ai été surprise, en fait, que l'entre-deux-tours soit structuré plus sur une question sur laquelle François Fillon avait dit qu'il ne voudrait rien changer, que c'était de l'ordre de la conviction personnelle, que sur un sujet sur lesquels il avait marqué des ouvertures en quelque sorte. Pour moi, c'est la pénalisation de la GPA, ce genre de choses qui vous dérange? Non, c'est pas la pénalisation de la GPA. C'était plutôt sur la question de la loi Taubira et la réouverture de la loi Taubira. Moi, je pense que les Français n'ont pas envie de réouverture de questions de débat de société. Comprenez-moi bien. Moi, je suis favorable à la loi Taubira. De toute façon, sur le fond. Mais par ailleurs, je pense que même un certain nombre de Français qui n'étaient pas pour, et qui dans le fond d'ailleurs sont toujours pas pour aujourd'hui, ont pas forcément envie qu'on rouvre le débat. C'est-à-dire que au-delà des points de vue personnels, des choix qui peuvent être des choix politiques sur ce sujet-là, je pense que les Français aujourd'hui ont des urgences qui sont plutôt d'ordre économique. Et moi c'est sur ça que j'ai envie qu'on se retrouve. J'ai envie qu'on se retrouve sur les urgences d'ordre économique. Moi je me retrouverai pas sur les questions de société, je le sais. J'ai envie qu'on se retrouve sur les urgences d'ordre économique. Et je pense, mais j'insiste, je pense que c'est aussi l'état d'esprit des Français. Et vous avez beaucoup de Français. D'ailleurs, j'en ai vu ça dans les articles de journaux, des Français qui étaient interviewés dans les queues pour aller voter et qui disaient, moi je suis pas forcément d'accord avec tout sur les questions de société, mais je mets la question de mon boulot avant le reste, et je pense que du point de vue de la nécessité de trouver un travail, du déverrouillage de l'économie, c'est là que ça se passera le plus fort. Sens commun. Voilà, c'était le sens de ma question. Puisqu'on en a beaucoup parlé, est-ce que vous avez peur que Sens commun fasse de l'entrisme même et soit vraiment important autour de François Fillon ou des groupes de ce genre-là? Je pense que ça va être la responsabilité de François Fillon maintenant que de rechercher un équilibre. Et je veux dire, je pense que c'est pas facile. Je veux dire quoi, pas facile? De résister à, vous voulez dire? Ça veut dire qu'après une élection comme ça, il faut faire l'équilibre entre ceux qui vous ont toujours soutenu et qui naturellement doivent avoir leur part. Oui, doivent même part centrale, ça semble assez naturel. Ceux qui ont fait des ralliements de circonstances, mais auxquels il a pu être fait des discussions, je ne sais pas. Ceux qui ont un plus dans la campagne, ceux qui voudraient tirer d'un côté, il y a un équilibre à retrouver. On sent que vous avez peur d'une droitisation, quoi. Vous le craignez? J'ai peur de rien. Vous savez, si j'avais peur de quelque chose, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Si on retire le mot peur, la droitisation vous paraît une éventualité? Vous voudriez éviter? Non, je vais vous dire, je pense que, moi, depuis le début de la campagne, vous trouverez toutes les archives vidéo, j'en suis assume. Moi, je conteste ce terme droitisation. Je pense que la vie politique en France, elle se lie plus sur une règle qui est plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Je comprends qu'on puisse avoir des points de vue différents sur les questions de société. Si on pouvait juste peut-être stabiliser les choses et considérer qu'on va pouvoir se retrouver sur des enjeux économiques pour pouvoir faire bouger la France, donner du boulot à tout le monde, ça me conviendrait. Moi, il y a des guerres que je n'ai pas envie de voir ouvrir. Vous avez eu un contact avec François Fillon depuis son élection? Oui, j'ai fait part de mes félicitations. Mais pas plus que ça. Vous l'avez pas vu, par exemple? Non. Vous vous êtes pas parlé? Non. Un autre dossier doit vous tenir à cœur, il concerne l'environnement. François Fillon a dit que le principe de précaution lui semblait une mauvaise chose, qu'il pourrait l'ôter éventuellement de la Constitution, ce qui alarme notamment Nicolas Hulot, qui était l'invité d'RTL ce matin. Nous écoutons Nicolas Hulot. Ça me désole parce que le principe de précaution, très sincèrement, la jurisprudence sur ce principe qui a été adossé à notre Constitution est très faible. Ça serait une régression que de revenir en arrière. Ce serait une régression. Moi, je suis d'accord avec Nicolas Hulot. D'accord. Alors, vous savez, dans la primaire, en fait, la plupart des candidats étaient pour la suppression ou la modification du principe de précaution. Il y avait guère qu'Alain Juppé et moi-même qui le défendions, en fait, le principe de précaution. Il dit quand même que c'est dévoyé et arbitraire. Ce sont des mots très forts. C'est François Fillon qui dit ça. Ouais. Moi, je pense que ce qui est problématique, c'est la façon dont le principe de précaution dans le discours est utilisé à toutes les sauces. Mais ça n'est pas le cas dans le droit, et je suis d'accord là-dessus avec ce que dit Nicolas Hulot, c'est-à-dire que tout le monde pense que le principe de précaution empêche de faire plein de choses. En fait, le principe de précaution, il est là parce que on a fait une charte de l'environnement dans laquelle on a mis les principes fondamentaux en matière d'environnement. Le principe de précaution en fait naturellement partie, mais c'est pas lui qui verrouille la société. Il y a un problème dans notre société. Il y en a un qui est notre relation avec le progrès et le regard qu'on porte notamment sur la science. Moi, je vous le dis comme scientifique, il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans le monde politique, donc je peux le dire.
Il y a vraiment, on est dans un monde, pourtant le monde comme il va devrait laisser meilleure place à la science. Aujourd'hui, par exemple, les études scientifiques, la voie scientifique, ça peut redevenir à nouveau la voie royale. Je le dis notamment pour tous les parents qui nous écoutent et qui sont en train de se poser la question de l'orientation de leurs enfants. Il y a un vrai regain sur les sciences. Il se passe quelque chose, et c'est vrai que elles n'ont pas l'image qu'elles devraient avoir, mais c'est pas de la faute du principe de précaution. Je pense là-dessus qu'on mélange quelque chose qui est dans la société, qui est un problème de relation avec le progrès et avec les sciences, et on essaye d'en rendre responsable le principe de précaution qu'il n'est pas. Nathalie Kosciusko-Morizet, on se retrouve dans 90 secondes sur France Info. C'est les infos avec partie de l'émission politique de France Info avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Question Gilles Bornstein. Oui, vous avez écrit les statuts de votre parti qui stipulent que le candidat désigné peut changer la direction du parti. Est-ce que vous souhaitez que Laurent Wauquiez quitte la présidence et soit remplacé par Bernard Accoyer, comme on le dit? Alors, c'est pas à moi de choisir le nouveau président, mais en revanche, c'est vrai que quand j'étais numéro 2 du parti, je me suis occupée de la réforme des statuts et j'ai beaucoup insisté sur ce point. Ça n'a pas été très difficile d'ailleurs, parce qu'on avait l'expérience des socialistes. Que personne n'avait envie de revivre pour nous. Souvenez-vous, les socialistes, Aubry, en fait, Hollande gagne la primaire, Martine Aubry tient le parti, et ça donne cette espèce de déséquilibre qu'on a vu perdurer pendant tout le mandat. Et clairement, les Français, ils n'ont pas envie de revivre ça avec une majorité qui soutient moyennement le président. Attends, donc moi, ce que j'ai proposé dans les statuts et ce qui a été accepté, c'est que le gagnant de la primaire prend la tête du parti. Et le gagnant de la primaire s'organise pour configurer le parti d'une manière qui lui permet la plus propre à le porter pour la présidentielle et à rassembler. Il y a bien sûr les deux dimensions. Autrement dit, il a deux enjeux. Il a à la fois la loyauté. Il faut qu'il se sente bien avec la nouvelle équipe, et en même temps le rassemblement. Après, moi je fixe ses enjeux, j'ai réécrit les statuts, c'est sa responsabilité. Enfin, Bernard Accoyer, vous avez un avis? Non, mais attendez, ils sont en train de discuter entre eux, je vais pas avoir d'avis là sur qui il faut choisir et s'il faut changer ou pas changer. Laurent Wauquiez dit que ce serait une mauvaise manière faite à Nicolas Sarkozy de me retirer la présidence du parti. J'ai été le premier des sarkozystes, je le représente aujourd'hui, me retirer la présidence du parti serait une mauvaise manière. Je suis pas sûr que ce soit le sujet de Nicolas Sarkozy. C'est l'argument de Laurent Wauquiez. Oui. Et vous dites que cet argument n'est pas valable. Je suis pas sûr que ce soit le sujet de Nicolas Sarkozy. Enfin, je suis même sûr du contraire. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve important, c'est que François Fillon, comme gagnant de la primaire, a la possibilité de reconfigurer les choses. Et je trouve ça bien. Et je trouve ça normal. Et vraiment, j'ai écrit avec d'autres les statuts dans cet esprit-là. Pour ne pas revivre ce qui s'est passé au Parti Socialiste. Non, parce que ça a l'air sympa de dire on change rien, on est magnanime et tout. Mais regardez ce qui s'est passé au Parti Socialiste. Martine Aubry, après les frondeurs, 5 ans d'impuissance. Eh oui, c'est ça. Parce que le président du parti, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les investitures. Donc, c'est normal. Je vous dis pas d'ailleurs qu'il faut tout changer. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut tout changer. Je vous dis que c'est important que celui qui gagne la primaire, non. Pas tout, mais pas l'un ou l'autre. C'est pas le sujet. C'est important que celui qui gagne la primaire soit en confiance avec son équipe. Et s'il peut être en confiance avec ceux qui sont là, c'est lui qui le sait. Mais c'est important qu'il puisse, pour qu'il soit en confiance, il faut qu'il ait eu la possibilité d'échanger, quitte à choisir de les garder. Il faut au moins que ça lui soit pas imposé. Si ça lui est imposé, s'il n'avait pas le choix, c'est pas la même autorité. Vous le savez très bien, c'est comme dans la vraie vie. On a souvent dit que le vainqueur de la primaire chez les Républicains était quasiment assuré d'être élu président de la République et donc de triompher de Marine Le Pen au second tour. C'est une analyse que vous faites ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, parce que cette élection, elle a montré, comme toutes les autres en France et ailleurs, je pense aussi à l'élection américaine, je pense au Brexit, que ces derniers temps, les électeurs aimaient à déjouer les sondages, les pronostics. Il se passe des choses aujourd'hui dans la société qui rendent les élections surprenantes. Et donc moi, non, j'irais surtout pas dire aujourd'hui que c'est gagné, que c'est fait. Il y a un risque que Marine Le Pen puisse gagner l'élection présidentielle, d'après vous? Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une élection, il y a un risque. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, on l'entend très peu ces derniers temps. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'entend très peu. François Fillon serait un mauvais candidat pour que la gauche vienne le soutenir au second tour, c'est ce qu'on me dit souvent. Depuis qu'il a été désigné. Il y a aussi ceux qui disent, beaucoup d'articles qui sortent en ce moment pour dire que François Fillon, c'est un candidat très déstabilisateur pour le Front National. Vous savez, Non, mais on dit beaucoup que c'était une ligne pour gagner la primaire, mais que sa ligne de droite assumée n'est peut-être pas la meilleure pour gagner la présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Que c'est une ligne je pas pense assez qu'il y a un rassembleuse. enjeu. Je veux dire, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est de rassembler, notamment de rassembler au centre. C'est ce que je dis depuis le début. Il y a un enjeu qui est de rassembler au centre. Est-ce que ça n'oblige pas? C'est pas. Moi, je demande pas aux uns et aux autres de changer de conviction. Ce que je m'applique à moi-même, moi, je refuse de retourner ma veste. Ce que je m'applique à moi-même, je l'applique aux autres et a fortiori en plus aux gagnants. On peut pas demander aux gens de changer de conviction. En revanche, au moment de rassembler, on peut peut-être mettre en avant telle ou telle dimension du projet sur laquelle tout le monde pourra se retrouver. Ça, oui, c'est pas la même chose. Vous faites partie, Nathalie Kosciusko-Morizet, des responsables politiques qui utilisent les réseaux sociaux pour faire passer leur message, et vous avez salué la victoire de François Fillon hier en publiant cette vidéo dont on voit un petit extrait. François, tu as mené une campagne particulièrement impressionnante. Bravo à toi et à tous ceux qui sont autour de toi depuis le début. Votre travail, votre volonté, votre constance. Ouais. J'aurais aimé, oui. Jean-Michel Apathy, que vous passiez l'intégralité de cette vidéo. C'est long. Alors, non, ça dure une minute. C'est long. Ça dure une minute. J'aurais aimé que vous passiez l'intégralité. Elle est visible sur Internet. Oui, je vous remercie beaucoup. Chacun pourra la regarder. Il y a moins de gens qui surfent sur Internet le matin, de gens qui vous écoutent. J'espère. La radio. Oui, beaucoup de gens sur Internet. Pourquoi vous auriez voulu qu'on la diffuse dans son intégralité? Non, mais donc en la coupant comme ça, vous donnez une image faussée de ce que j'ai voulu dire au soir de deuxième tour. Parce qu'en fait, le début de la vidéo, c'est des félicitations à Alain Juppé, dont je dis et je redis avoir été fier de faire la campagne d'entre-deux tours. Et pourquoi j'aime pas la manière dont vous la coupez? J'aime pas la manière dont vous la coupez parce que le monde politique est suffisamment rempli de gens qui soit retournent la veste, soit courent à la victoire, comme c'était si facile de le faire au soir du premier tour. Et on sait que vous l'avez pas fait. Oui, mais enfin, en la coupant comme ça, vous donnez l'impression du contraire. Donc ça ne me plaît pas. Voilà, je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour plaire. Non mais vous n'allez pas me bâillonner en plus. Non, je crois pas. Décidément, moi, je vous envoie aux obsèques de Castro là. Moi, vous allez vous y sentir. Alors c'était quoi la question, Jean-Michel Apathy, pardon? La question, de toute façon, il n'y en avait pas. D'accord. Il est l'émission est terminée. Je voudrais dire qu'on a. C'était juste pour le repos de votre âme d'avoir fait passer ce bout de vidéo auquel vous teniez. Eh bien, écoutez, voilà. Qu'on a entendu vos doutes et d'une certaine manière, je vous le dis sans même avant la petite méchanceté que vous dites là. Oh. Et on a entendu aussi votre sincérité à ce micro. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir accepté l'invitation de France Info.